Alors, le format s'appelle à double voix, mais c'est un peu déséquilibré aujourd'hui parce que moi, je crois que j'ai qu'une voix, enfin, comme plein d'entre vous. Hein, je ne veux pas juger de votre polyphonie potentielle, mais bon, je crois que je ne parle que d'une voix, alors que cette personne qui est juste à côté de moi, plusieurs voix l'habitent, hein, Serge l'a dit, et je ne sais jamais à qui je parle exactement, si c'est Antoine Si, c'est Antoine Volodine, mais ça peut être Lutz Bassmann, Manuel Erdreger, Elie Kronauer. Il est un porte-parole, donc je suis face à une meute de voix ou une chorale de voix alors que je suis un peu seul. Et puis, non, je dis ça aussi parce que il faut dire que cette relation entre nous deux, elle est dissymétrique. Comme Serge l'a précisé, on s'est rencontrés en 99. Alors j'ai vérifié dans mes archives avant-hier. Ici, c'était en 2002, je crois, que nous avons parlé, donc ça fait moins de 20 ans. Bon, on s'est rencontrés en 1999 lorsqu'Antoine Volodine venait de faire paraître Des Anges mineurs, qui avait eu le prix Inter à ce moment-là. Et on s'était rencontrés à la librairie Ombre Blanche, je le dis parce que tout ça fait sens, la librairie est derrière nous, et j'étais sur le point de commencer une thèse dans laquelle je pensais intégrer l'œuvre d'Antoine Volodine. Et puis la rencontre a été tellement forte, vous vous en doutez, que j'ai fini par consacrer ma thèse à cette œuvre-là. Et c'était la première thèse, et puis ça a été le premier livre sur l'œuvre d'Antoine. Et Antoine a été très très patient, parce que pendant toutes ces années, je lui ai envoyé des questions. J'ai aussi retrouvé, j'ai dans un classeur, c'est assez beau, je lui ai envoyé des questions écrites à la main. Il me répondait, non, écrites à l'ordinateur, tu me répondais à la main. Puis au bout d'un moment, tu m'as répondu aussi Et c'était des questions très doctes, très scientifiques, etc. Et tu étais toujours très, très sympa. Et même, j'ai retrouvé les questions de notre entretien au banquet, parce que je l'ai préparé. Là, j'ai fait exprès de rien avoir, mais à cette époque-là, c'était très préparé. Et pareil, je trouve que tu étais vraiment oui, sympa de répondre simplement à des questions qui étaient très tarabiscotées. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire l'inverse. Oui, la toute première question, c'était à la librairie Ombre Blanche, Ouais. je me rappelle. Tu venais vers moi et la première chose que tu m'as dite, c'est je suppose que vous connaissez très bien Deleuze, Derrida. Et là, j'ai commencé à avoir très peur parce que heureusement je n'avais que pas lu une seule ligne. Et tu l'as toujours pas fait d'ailleurs. Non, non. D'accord. Non. Heureusement que j'étais le premier voilà. à venir te poser cette question, sinon tu m'aurais congédié. Hein. Voilà, mais après, notre dialogue a été plus fourni, et plus riche. Donc ça a été quelques années, juste aussi pour parler un peu de cette dissymétrie, et finalement on a installé un type de dialogue dans lequel on ne va pas sortir complètement aujourd'hui, qui est celui d'un jeune chercheur, de moins en moins jeune, merci Serge de dire que je suis un jeune auteur, mais de moins en moins jeune, puis devenu... puis de moins en moins jeune chercheur. Donc j'ai passé presque 10 ans à travailler sur cette œuvre, sur laquelle j'ai écrit un livre, une thèse. J'ai eu la chance par la suite avec Michel, Colette et Bob de devenir l'éditeur de Bassmann dans la collection Kaoïd. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai arrêté de travailler sur ton œuvre parce que, pour pas qu'il y ait trop de confusion, et puis je suis parti dans une autre direction. Et lorsqu'il nous a été proposé de faire ce dialogue, je me suis aperçu que ce livre, alors c'est assez étonnant que Serge dise que ce livre qui s'appelle Trompe la mort évoque l'œuvre d'Antoine Volodine parce qu'il n'en est absolument pas question, mais en le reprenant, je me suis aperçu qu'il en était toujours question. C'est-à-dire que tous les thèmes que je travaillais dans ce livre-là, où je ne cite jamais ton œuvre, étaient non seulement travaillés par cette œuvre, mais pire encore, je suis allé chercher dans mes archives un article écrit en 2005 qui s'appelait « 1001 nuits noires », qui était consacré à l'influence des 1001 nuits sur ton œuvre, que finalement, je crois que j'ai rencontré en te lisant, les 1001 nuits, je n'en étais pas familier. Et je parle de tous les thèmes qu'il y a dans Trompe la mort dans cet article-là qui était matriciel. Donc c'est aussi une manière aussi de reprendre un dialogue sous cette influence, même si ce n'est plus exactement de ton œuvre dont je parle désormais. Pour aborder quand même les thèmes de transformer, transfigurer, les thèmes du banquet, on a décidé ensemble qu'Antoine allait commencer par lire 2 courts passages sur lesquels on allait discuter de Black Village, qui a été publié chez Verdier et sous le nom de Lutz Bassmann. Voilà. Je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose avant ou pas. Oui, je suis content que je t'ai fait découvrir les 1001 nuits, alors que toi, tu ne m'as pas fait découvrir Deleuze. Ouais, c'est un peu encore inégal, quoi. C'est ça. Bien, alors je vais lire pas très longtemps.
deux passages pris dans le tout début de Black Village de Luz Bassman, qui présente d'une part le thème du noir, de l'obscurité, des ténèbres, de l'espace noir qui est très présent dans de nombreux de mes livres, des livres de Bassman, mais des livres de Volodine aussi, très souvent. Et le deuxième passage, c'est le thème du temps, de la transformation du temps, de la défiguration du temps, qui est du temps, de la durée, qui est un des éléments également sur lesquels je travaille dans mes fictions, sur lesquels nous travaillons. Très lentement, Goodman fit de la lumière. Il avait sur lui des poudres et des graisses qu'il avait transportées depuis plusieurs années au fond de ses poches, les protégeant de la pluie et de la poussière et jamais ne les échangeant contre de la nourriture, même dans les cas de faim extrême. Il les avait préservés du naufrage en prévision de ce moment où l'obscurité ne nous serait plus supportable et, depuis le début du voyage, des années plus tôt, il nous en parlait. Il exagérait leur qualité et usait de vocables enthousiastes tels que suif photogène, graisse merveilleusement éclairante, poudre peu fumeuse ou autre. Nous avions attendu longtemps, rassurés de savoir que cette flamme salvatrice se trouvait en réserve sur le corps de Goodman. Avec régularité, en tout cas au moins une fois par semestre, Goodman nous vantait les trésors qu'il possédait et nous promettait de les utiliser à bon escient, et quand nous n'en pourrions plus d'aller à travers les périls, à travers les incommensurables peurs et les ténèbres. Et voilà que l'heure était venue. L'une après l'autre, nous entendions Goodman répandre avec maladresse ses poudres qu'il avait scellées dans des boîtes souvent inappropriées ou dans des salières dont le couvercle attaqué par le temps ne répondait pas à ses attentes, résistait puis s'effritait sous les doigts. Les poudres s'éparpillaient autour de nous, gaspillées et inutiles. Goodman, au centre de l'attention, ne disait rien, ne gémissait pas de dépit, mais nous entendions son souffle de plus en plus difficultueux, nous souffrions avec lui par empathie et nous ressentions l'horreur de cet insuccès à plusieurs étapes qui risquait de nous affecter et de nous frapper et de nous décevoir et de nous consterner de façon égale, lui et nous. Les minuscules paquets se déchiraient dès qu'il approchait d'eux la pulpe de ses phalanges ou le bord de ses ongles. Les boîtes naines ne s'ouvraient pas et elles résistaient aux tentatives pourtant prudentes de Goodman, puis tombaient sur le sol ou se cassaient, éclataient, libérant avec un bref soupir un minuscule nuage irrattrapable. D'après les bruits, nous avions déduit que nous nous trouvions alors sur un plancher, sur une chaussée de bois solide, sur une passerelle bien équilibrée ou sur une scène de théâtre. Goodman ouvrait les sachets de suif photogène sans perdre patience. Il ralentissait ses gestes, espérant donner au suif l'intelligence de la lenteur. Rien ne réussissait. Puis, une flamme, grosse comme un grain de soja et guère plus brillante, jaillit sur la main gauche de Goodman, sur le dessus de sa main gauche, à peu près à la fourche entre l'annulaire et le majeur. « N'approchez pas », ordonna Goodman. « Attention, dis-je, si le feu prend, ta main va brûler. Il faut que la flamme démarre sur de la graisse, dit Myriam, notre petite sœur. Si la flamme démarre sur ta main va brûler. Et alors, demanda Goodman. Mais de la graisse, conseilla Myriam. Il n'y a plus de graisse, dit Goodman. La graisse s'est perdue. N'approchez pas. Une heure passa dans l'immobilité. La flamme hésitait entre néant et inexistence,
Et Goodman, aussi bien que nous, constatait avec effarement sa fragilité, avec un tel effarement, une telle fragilité que nous restions tous trois paralysés, presque sans souffle. Bien que nous n'eussions plus aperçu la moindre lumière depuis des années, nous avions conscience que cette dérisoire lueur pouvait s'éteindre d'une seconde à l'autre et que rien encore n'était allumé, du moins au sens qu'on donne en général à ce mot. La main gauche de Goodman ne tremblait pas, mais elle était si chichement éclairée qu'il suffisait de cligner par mégarde pour ensuite ne plus la retrouver sur le fond noir que nos yeux scrutaient. Au moindre clignement, elle disparaissait. « N'approchez pas !» rappela Goodman. Des heures ou des jours, nous y voilà. Plus que les aberrations du sol, les aberrations du temps et de la durée nous ont déprimés. Déprimés peut-être pas, mais troublés, oui. Au début, comme je l'ai dit, nous n'y avons guère attaché d'importance. Il n'était pas prioritaire d'établir un chronométrage de notre errance, sans parler du calendrier, une notion qui s'était volatilisée une fois pour toutes dans l'opacité de l'ombre. Une fois accoutumés à la présence des autres ainsi qu'à la bizarrerie de notre progression, nous avons commencé à essayer de mesurer le temps, plus par atavisme que par souci de respecter je ne sais quelle échéance, ou peut-être par curiosité malsaine, je ne sais. Notre respiration était trop aléatoire pour jouer un rôle d'étalon. Il pouvait très bien nous arriver de faire aller et venir nos poumons pendant un moment, avec une certaine régularité, puis de cesser de nous emplir et de nous désemplir, cela sans nous en rendre compte. Soudain, nous nous apercevions que nous avions parcouru des kilomètres en apnée et que nos sacs pulmonaires s'en fichaient. En l'absence de toute autre unité de calcul, nous aurions pu compter nos pas, mais le procédé était fastidieux et d'autre part, nous avancions avec lenteur, en trébuchant souvent et en accumulant les pauses. Mobiliser son esprit sur une suite de nombres nous écœurait, et même quand nous tentions l'expérience, très vite nous partions divaguer intellectuellement sur des sujets qui nous semblaient moins rébarbatifs, des souvenirs, des spéculations sur notre nature organique, des plongées dans notre imaginaire intime ou encore l'évocation du triomphe du parti à l'extérieur de l'espace noir et l'avènement là-bas d'une société égalitariste et heureuse. C'est Myriam qui a proposé de planter des balises verbales dans la matière fuyante et sombre dont était construit le temps autour de nous. Nous pourrions, prétendait-elle, raconter à haute voix des histoires et nous en servir ensuite comme repère. On va s'arrêter là. Donc si on a voulu, enfin si j'étais proposé qu'on commence par ce premier chapitre, c'est qu'il aborde plusieurs des thèmes ou des dispositifs récurrents. Tu as vu, j'ai employé un mot savant immédiatement. Dispositifs récurrents dans ton œuvre. Le noir, le feu, le temps, et ce noir qui est la couleur de ce livre, Black Pledge. Tu disais qu'on pourrait difficilement en faire une adaptation cinématographique. C'est vrai, parce qu'il se passe entièrement dans le noir. Mais dans cette scène, j'y vois un peu... Alors, on va jouer ce rôle très souvent. Tu me diras tout le temps, ça c'est ton interprétation, tu fais ce que tu veux, etc. Mais une forme de scène un peu anthropologique où la parole... Ce qui est terrible avec les universitaires, c'est qu'ils savent à l'avance ce qu'on va répondre. Où la parole littéraire naît de cette... caméra obscura, de ce noir et de cette flamme qui tout d'un coup ouvre la fiction dans ce livre-là. Il n'y a pas vraiment de question. Mais qu'est-ce que c'est que cet espace noir qui est... Oui, alors il y a un autre élément que tu n'as pas nommé, qui était présent ici dans cette lecture, c'est la marche après le décès, la marche dans la mort, la marche dans l'espace noir justement,
qui est influencé, inspiré d'une vieille théorie bouddhiste, qui est qu'après le décès, on continue à exister et on continue à aller dans un espace flottant, le bardo, aller vers la renaissance. On va donc en permanence vivre un cycle de vie, mort, marche dans le bardo, renaissance, douleur, vie, etc., et décès. Alors mes personnages ne vivent pas vraiment dans ce cycle-là, parce que une fois qu'ils sont décédés, c'est-à-dire très vite dans mes livres, leur existence continue, la narration se poursuit sans problème, et ils vont vers autre chose que vers une renaissance. La plupart du temps, sauf exception, ils ne vont pas vers une réincarnation, ils continuent à exister, et au lieu de respecter la temporalité donnée par le bouddhisme tantrique, qui est 49 jours en principe, 49 jours de marche du décès jusqu'à la renaissance, jusqu'à l'entrée dans les matrices, une matrice qui va donner ensuite un nouvel individu, eux, au contraire, vivent dans un espace noir qui est d'une part ténébreux, qui leur sert d'écran pour projeter tous leurs souvenirs, pour raconter l'histoire qui a précédé. Pour la fiction, c'est très pratique. Et puis, d'autre part, il marche dans un temps qui peut être très élastique, qui peut, comme on le voit ici, qui peut durer, enfin je n'ai pas noté la phrase, je n'ai pas lu la phrase, mais il peut durer un claquement de doigts ou des siècles en fait. Mais tu comprends que pour les lecteurs que nous sommes, qui ne sont peut-être pas familiers du bouddhisme tantrique comme tes personnages, comme mes personnages plus que moi. Oui, comme tes personnages, ces éléments-là peuvent renvoyer à certaines situations que nous vivons, notamment cette conscience du temps qui est en train de s'appréhender un peu différemment, avec le temps géologique qui s'impose de plus en plus, le temps climatique aussi qui s'impose de plus en plus. On est moins obsédé ou structuré par ce temps de l'horloge, des secondes qui viennent les unes après les autres, et que c'est aussi cette image-là qu'on peut projeter, nous, c'est-à-dire ce temps qui peut être à la fois un temps très court et un temps immense. Est-ce que c'est pas cette transfiguration-là qui travaille tes personnages qui ont vécu une forme d'apocalypse, et notamment un post-capitalisme? Oui, alors beaucoup de choses là en même temps, mais tu peux répéter la question? Ouais. C'est-à-dire que pour nous qui sommes peut-être moins coutumiers de la tradition bouddhiste, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut rappeler à la question qu'on peut ramener à la question de l'apocalypse, et notamment des apocalypses nucléaires, environnementales, d'une transformation du temps qui nous affecte différemment? Oui, j'ai parlé du bouddhisme tantrique et de la marche après le décès, qui est très pratique pour les fictions que nous mettons en œuvre très souvent avec ce principe de fonctionnement, ce mécanisme. Mais nous sommes très loin du bouddhisme tantrique. Enfin, les écrivains post-exotiques et ceux qui se trouvent derrière et dont on ne parlera pas aujourd'hui, qui sont les prisonniers et prisonnières qui commencent en amont à dire des livres post-exotiques, ce sont des gens qui sont tous idéologiquement rassemblés autour de l'extrême gauche, de la révolution mondiale, d'une certaine conception de l'humanisme, et qui ont été touchés par les principes narratifs qui sont contenus à l'intérieur du Bardo Thodol, du livre des morts tibétains, dont je reprends et dont nous reprenons des éléments. Mais bien entendu, le temps, cette élasticité du temps, en fait, c'est particulier
au post-exotisme plus qu'au bouddhisme tantrique. C'est-à-dire que effectivement, après un moment qui est non pas le décès individuel, mais tu parles d'apocalypse, apocalypse nucléaire ou autre. Enfin, qui est très présent dans tes livres, dans Terminus Radieux, qui est présent dans Terminus Radieux, qui est présent aussi dans Frères Sorcières. Pas une apocalypse liée à une guerre nucléaire, mais liée à une pollution nucléaire généralisée, et puis qui conduit à l'extinction progressive de l'humanité, ou à l'extinction de l'humanité. Très souvent, des scènes de mes livres, de nos livres, se situent après cet apocalypse, bien longtemps après, sur une planète où l'humanité est à peu près... D'abord, elle est vaincue, elle est défaite, l'humanisme n'existe plus, mais en plus, elle est organiquement en disparition. Mais je reprends, l'idée, c'est effectivement, après l'apocalypse, c'est comme après le décès, commence une période d'espace-temps qu'on va dire noire, qui n'est pas forcément noire, parce que en général, dans des livres comme Terminus Radieux, au contraire, la nature a repris le dessus. La taïga, la steppe existent de façon exubérante, mais et l'humanité a à peu près disparu. Mais on est dans un temps qui est comparable à ce temps de bardo des individus, mais cette fois à l'échelle planétaire ou à l'échelle de l'humanité, puisque effectivement l'humanité va vers son extinction dans de nombreux livres. Et d'ailleurs, on n'est même plus sûr que ce soit des humains. Ce sont des très tôt dans ton œuvre, les premiers livres parus en présence du futur, mais même dans Lisbonne Dernière Marge, le personnage s'appelle Ingrid Vogel, ce qui veut dire oiseau en allemand. Oui. On est face à des êtres hybrides la plupart du temps, qui sont d'ailleurs tout le temps des oiseaux ou des animaux qui vivent en meute. Des oiseaux qui sont des individus isolés, hein, d'une part. Et puis, les créatures hybrides, oui, le corps humain, organiquement, change, est modifié, mais par exemple, dans Terminus Radieux, plus par des phénomènes de magie que par... une observation d'une mutation génétique liée à une pollution nucléaire. Il y a la magie qui rentre beaucoup en compte dans la mesure où les espaces sont des espaces imaginaires après le décès ou après l'apocalypse, disons, qui n'est jamais nommé comme ça dans mes livres. À partir de ce moment-là, tout est possible, et un retour aux aspects primitifs d'organisation humaine, aux petits groupes, au chamanisme, à la magie. Tu pourras en parler parce que ton dernier livre, Frères Sorcières, je ne sais pas si c'est ton éditeur ou toi qui as voulu ça, il y avait un bandeau avec écrit « Le retour du chaman de la littérature française ». Oui, ça, c'est pas moi du tout. J'ai choisi. Je m'en doutais. Ça. Mais peut-être tu peux parler de cette relation au chamanisme. Qu'est-ce qui intéresse tes personnages dans le chamanisme, ou qu'est-ce qui t'intéresse toi? Qu'est-ce qui en fait quelque chose de proche, au fond, de la parole littéraire? Parce que c'est quelque chose qui est tout le temps mis imbriqué. Le chamanisme, c'est un rythme, c'est tambour, c'est un rythme, comme la phrase peut être rythmée, et c'est du souffle. Et cela donne, d'une part, l'invocation de l'histoire, et d'autre part, l'expectoration de l'histoire. Les chamans dans nos livres ont un rôle de chamanisme, mais en deçà, ont un rôle donc de guérisseur, de sorcier, de sorcière. Mais au-delà,
ce sont l'univers est chamanique ou chamanisant dans la mesure où c'est par le souffle que naît l'histoire très souvent. Là, par exemple, dans Black Village, les histoires sont dites par 3 personnages qui sont morts, hein, Myriam, Goodman et le narrateur, et ils disent des histoires, et d'une part, le temps s'arrête à un moment inopiné, les histoires peuvent pas se terminer, et d'autre part, c'est peut-être lié à l'absence de souffle. Le souffle se termine et il n'y a plus que un peu d'énergie pour continuer à marcher dans le noir. Voilà. Alors le chamanisme est très présent dans tous ces livres parce que c'est une forme de relation d'une part au souffle, à la nature, à la création par le souffle, à la création par le rêve, par la vocifération, par la voix, et puis également parce que c'est un élément qui renvoie à l'origine de l'humain, à l'origine pré-religieuse de l'humain, qui m'intéresse tout autant que cet aspect religieux faussement adopté par les écrivains post-exotiques, qui est le bouddhisme tantrique. Oui, mais c'est aussi pour ça que je voulais en venir à ça, et juste pour faire un commentaire sur ça, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on commence par cette lecture de la flamme, que tu vois plus comme une lumière, mais qui est aussi une flamme, que tu présentes comme une flamme, qui tout d'un coup permet un contact entre ces 3 personnes, qui à partir du moment où ils se rassemblent autour du feu, se mettent à raconter des histoires. Et le livre que nous lisons, ce sont les histoires qu'ils se mettent à raconter autour de ce feu. Et ce que tu dis sur ce retour très en arrière, ces scènes primitives, je sais pas, je pense que c'est un peu la même question que sur Deleuze et Derrida, c'est-à-dire que je ne sais pas si tu lis un peu toute la littérature anthropologique en ce moment, mais tous ces thèmes dont tu viens de parler sont des thèmes extrêmement travaillés par toute la littérature anthropologique, que ce soit d'abord sur ces questions, tout ce qui concerne, disons, l'anthropocène de manière générale, cette ère, disons, dit-on, dans laquelle nous serions entrés depuis. Alors ça, il y a un grand débat sur quand on est entré dans cette ère. C'est surtout le débat quand nous allons en sortir. Ton œuvre le décrit. Cette ère, à partir de laquelle l'homme est devenu une puissance géologique, une puissance météorologique, une puissance qui façonne la nature. Et notamment, dernièrement, il y a un anthropologue qui s'appelle James Scott, qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Homo Domesticus. Et c'est d'ailleurs un auteur, je ne vais pas faire comme Deleuze et Derrida, mais franchement, je te conseille de le lire parce qu'il y a plein de choses qui sont en résonance avec ce que tu fais, notamment dans ce livre-là. Il y a toute une partie où ils disent le début de l'Anthropocène, c'est la domestication du feu par l'homme ou de l'homme par le feu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le feu est maîtrisé, l'homme en devient dépendant. Mais maintenant, alors moi je suis très ignorant là-dessus, mais enfin je peux dire ce que j'ai lu dans ce livre-là. Ça peut être aussi une des raisons à ce qu'on a appelé la révolution cognitive il y a 30 ou 40 000 ans, quand le cerveau tout d'un coup s'accroît, quand on pense que le premier langage narratif et articulé se met en place. Et donc il y a une relation très forte entre le feu, le langage, la narration et la création de premières communautés. Donc, lui, il fait remonter l'Anthropocène, une Anthropocène longue. Et je pensais aussi dans un autre livre qui est présenté d'ailleurs par Romain Bertrand, qui sera en lecture dès ce soir, je crois, qui s'appelle Zoumia, ou l'art de ne pas être gouverné, qui s'intéresse à des parties de l'Asie où des peuples échappent à la domination par l'État. Et notamment, certaines, il y a une partie qui m'a beaucoup passionné, où certains oublient l'écriture parce que c'est une forme de domination de l'État sur certaines populations, quitte à manger tous les textes écrits pour qu'ils disparaissent. Ils les ingèrent, toutes les écritures, c'est peut-être pas super digeste, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas à se raconter des histoires. Et là aussi, je trouvais des liens
parce que tu dis ce sont des écrivains, mais en fait, tes personnages, ils écrivent pas. Ils racontent. Ils disent. Ils disent. Oui, oui. Oui, et par exemple, enfin, dans tout ce que tu disais, je pensais à une partie importante d'un livre qui s'appelle Terminus Radieux, où des soldats et des prisonniers qui changent de rôle, qui sont sur une voie ferrée interminable, ces quatre voitures qui vont et viennent, enfin qui vont comme un train fantôme au milieu de la steppe, à la recherche d'un camp providentiel où ils pourront enfin mettre fin à leur errance. Et ils se retrouvent, de temps en temps, ils font des haltes au bord de la voie. Alors, il n'y a personne, hein, c'est dans des paysages rocailleux. Et ils font un feu en brûlant des livres, éventuellement, s'ils en ont trouvé. Ils ne les mangent pas. Et ils brûlent des livres et autour du feu, ils racontent. Ils racontent des histoires et ils chantent. C'est-à-dire le récit devient chant, devient quelque chose d'épique, devient quelque chose qui est reçu et pratiqué collectivement. Donc soldats et prisonniers sont indifférenciés. Ils sont dans la misère physique la plus grande. On peut penser qu'ils sont déjà morts, ils sont déjà décédés, et ils accompagnent leur chant élémentaire, et tu parlais d'une seule voix, en fait, comme c'est dans des espaces très asiatico-sibériens, ils utilisent le chant diphonique, donc deux voix sortant d'une seule gorge, et il rythme avec les pierres ou avec une guimbarde qui est vraiment un des premiers instruments créés par l'homme. Il crée un spectacle pour eux qui est fait de chants, d'inventions et en même temps d'un très grand réalisme bizarre, puisque certains chants consistent à faire l'éloge des camps, puisque c'est ce qu'ils cherchent, être enfin enfermés dans un camp où l'errance se terminera, où la fraternité entre misérables, miséreux pourra se réaliser. Et voilà ce qu'ils chantent. Hein. Et à nouveau, pour revenir à ces anthropologues... C'est autour du feu. Oui, hein. C'est autour du feu. Alors, il y a quelque chose aussi que je trouve passionnant dans le livre de James Scott et que je retrouve dans ton œuvre. C'est-à-dire que si je fais le lien entre les deux, c'est qu'il me semble que ton œuvre, d'une certaine manière, pense aussi cette historicité que pense James Scott. Et s'il y a des choses qui disparaissent dans ton œuvre et qui forment un récit de civilisation, ce que je crois qu'il appelle ça un récit civilisationnel, James Scott, c'est le lien entre écriture, disons, les villes, le business, le capitalisme, les religions, les grands systèmes idéologiques, et dans ton œuvre, qui a été construit comme étant lié, toutes ces choses-là étant liées. Et effectivement, dans ton œuvre, je me suis aperçu en retravaillant dessus, c'est que tout ça finit par complètement disparaître. C'est complètement contourné. Complètement contourné. Oui, oui. Il y a un livre urbain, peut-être, qui est Don Dog. Il y en a d'autres, il y en a quelques-uns. Mais en tout cas, depuis Don Dog, il n'y a plus trace du tout de civilisation urbaine, par exemple, dans ton œuvre. De construction urbaine. Ou alors complètement... Dans un livre de Luz Bassmann, dans Les Aigles Pus, oui, dans Les Aigles Pus, il y a une ville totalement détruite sur laquelle Luz Bassmann se trouve pas seul survivant. Il est venu sur les ruines encore chaudes, couvertes d'une espèce de pâte goudronneuse. Sous ces ruines se trouvent sa famille, ses camarades, et donc des morts. Et pendant tout le livre, il va s'adresser
à ces morts pour les faire rire. Toujours l'idée de faire rire les morts, qui est une des spécialités de Luz Bassmann, qui utilise beaucoup l'humour noir, l'humour du désastre. Et à ce moment-là, le feu n'a pas du tout ce caractère de feu autour duquel naît la civilisation. En fait, c'est le feu, c'est un autre aspect du feu, c'est le feu là où disparaît la civilisation. Et il y a dans ce livre des petites listes qui sont données, qui sont des appels aux morts, et qui sont ici à brûler Myriam Agasaki, ici à brûler Ingrid Vogel, enfin, etc. Une petite page comme ça. Et là, le feu renvoie à tout à fait autre chose que à la civilisation. Ça renvoie d'une part au feu nucléaire, à un feu mythique destructeur, et à la Shoah, puisque c'est quand même le thème du feu, des flammes, qui est remué très souvent dans nos livres, dans les miens, dans ceux de Manuela Dreger, dans ceux de Bassmann aussi, renvoie à l'abomination du feu utilisé par les nazis. Voilà. Donc le feu existe, il est très présent tout le temps. La flamme a différentes qualités finalement. Là, dans Black Village, elle a ce rôle-là. Et puis à l'intérieur des récits, elle a un rôle atroce de brûlure aussi. Hein. Et de toute façon, le mythe du feu a toujours été biface, avec un aspect positif, un aspect négatif. Bachelard disait, je sais plus, il est Dieu et diable, enfin il avait ces grands mots-là dans Psychanalyse du feu. Et de fait, il y a ce feu qui peut être celui de la combustion lente, qui transforme lentement, et puis le feu qui est le blast, l'incendie qui détruit tout. Peut-être que la différence que enfin c'est pas du tout pour faire là, mais je pense aussi à cet autre livre, à plusieurs livres d'anthropologie qui travaillent sur ces choses-là, qui est celui d'Anat Singh, qui par ailleurs est très proche de James Scott, qui a écrit ce livre qui s'appelle le champignon de la fin du monde, et qui parle de ce champignon qui pousse dans ce qu'elle appelle les ruines du capitalisme, et autour duquel des sociétés vont s'élaborer, notamment des sociétés de cueilleurs asiatiques, parce qu'ils sont, même si c'est dans l'Oregon, aux États-Unis, parce que c'est des champignons qui vont être renvoyés au Japon, qui sont vendus très cher, comme avec cet espoir, disons, que dans les ruines du capitalisme, quand même, survive autre chose. C'est aussi quand même, je crois, à condition que le Japon soit là pour acheter. Voilà. Non, mais c'est là où je voulais en venir. C'est aussi quand même dans James Scott, il y a aussi cette idée-là qu'on peut renverser la domestication. À un moment, je pense aussi à ce livre d'un auteur, je te le conseille, comme Deleuze et Derrida. Je sais que ça porte mes conseils, donc je te le conseille pour une autre vie. Peut-être pour une autre vie. Oui. On ne sait pas ce que tu feras dans 3 ou 4 vies, donc peut-être tu liras Deleuze et Derrida. Dans le Bardo. Ou dans le Bardo. Mais le livre de David Abraham, qui s'appelle Comment la Terre s'est tue, qui lui est à la fois anthropologue et chaman, qui est vraiment un chaman, quoi, qui parle de ce moment où, par un langage très codifié, on commence à perdre l'écoute et la parole avec l'environnement, disons, naturel. Mais il y a toujours quelque chose de l'espoir, disons, d'une résurrection dans ces livres. Parce que s'il y a 20 ans, il y avait déjà des gens qui étaient très sensibles à ce qu'on appelle la collapsologie, hein, le récit de l'effondrement. Aujourd'hui, c'est devenu partout, quoi. La collapsologie, ça en est même agaçant, même si moi-même j'y ai contribué, hein. Mais ça en devient presque agaçant. Mais du coup, ton œuvre se lit différemment, je trouve, aujourd'hui, de la manière dont elle se lisait dans les années 90, quand moi je l'ai rencontrée. Et d'ailleurs, est-ce que tu es conscient de ça, ou est-ce que ça a un effet Tout à fait. Enfin, d'abord, je suis conscient de cette évolution, alors transfiguration, transformation de la thématique post-exotique, qui au début, au moment où j'ai commencé, alors parce que c'était des
des livres avec plusieurs voix, mais c'était signé Volodine. Au moment où j'ai commencé à écrire, le monde était extrêmement différent. Il y avait l'URSS que je pouvais visiter. Je pouvais aller en URSS. Je pouvais aller dans un État ouvrier. Ça n'existe plus. L'URSS a disparu. Donc, il faut imaginer le désarroi de ces écrivains post-exotiques qui sont à l'origine. Hein, donc, j'ai parlé des prisonniers et des prisonnières. Juste une toute petite remarque qui, au départ, sont des guerriers de la Révolution qui ont dû arrêter leur combat parce qu'ils ont été arrêtés. Ils sont emprisonnés à vie dans une prison imaginaire. Ce sont des prisonniers et des prisonnières imaginaires, hommes et femmes, et ils échangent de cellule en cellule la pâte romanesque de base dans laquelle vont puiser les écrivains post-exotiques publiés à l'extérieur des murs de la prison, de cette prison imaginaire. Et donc, il faut imaginer le changement considérable géopolitique qui a une influence sur leur conception du monde, sur leur désespérance et sur donc cette pâte romanesque qui change avec les années, avec les décennies, parce que, bien entendu, il y a 35 ans, quand le post-exotisme a commencé à exister, 40 ans, l'idée fondamentale, c'était quand même la révolution mondiale, la fin du capitalisme, le combat pour en finir avec le capitalisme. Aujourd'hui, où la lutte de classe est remplacée par les luttes religieuses, et aujourd'hui où la perception de la fin de l'Anthropocène, justement, la fin de l'épuisement des richesses dont dispose l'humanité, c'est une perception que nous avons tous maintenant. Bien sûr, ça joue un rôle considérable et bien sûr, la thématique change, mais le mécanisme qui était de commencer des livres à la mort du narrateur principal pour ensuite l'accompagner dans son bardeau, dans son monde flottant, pour qu'il raconte ce qui lui est arrivé avant, ça reste une sorte de mécanisme fondateur du post-exotisme. Et puis aujourd'hui, il y a 44 ouvrages post-exotiques, il y en aura 49, donc on est vers la fin. C'est pas possible de changer de moteur. Oui, tu peux nous dire un mot, parce que c'est quand même très inhabituel, une œuvre dont l'auteur a décidé qu'elle aurait une fin et qu'il a programmée, et qu'est-ce qui motive ça, et après le 49e, qu'est-ce qu'il y aura? Après le 49e, il y aura un objet post-exotique qui aura été façonné pendant 45 ans, 40 ans, et qui restera, et qui sera posé tel quel. La performance littéraire aura été accomplie, et cette sculpture littéraire, ce façonnage, cette fabrication, cette performance littéraire en 49 titres sera terminée, ce qui est quand même c'est l'objet d'une vie. Oui, c'est pas mal, 49 livres. Ça sera, oui, mais il faut le faire. C'est pas terminé. Hein. Il y a du travail. Tu sais exactement ce que vont être ces livres? Plus ou moins, oui. Et pour parler de performance littéraire, peut-être un mot sur dans Frères sorcières, pardon, le dernier livre, celui du chaman de la littérature française. Finalement, tu es un écrivain à la mode. Hein, exact. Ouais.
Donc il y a une dernière partie qui s'appelle Duranox sed nox, hein, la nuit toujours, et qui est composée d'une seule phrase et qui est bon, c'est bizarre. Bon, alors tiens, au passage, c'est une partie qui s'appelle Duranox sed nox, et je voulais prendre ça comme titre pour le livre. Et beaucoup de gens d'une autre génération que la mienne ne comprenaient pas ce titre. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, pour nous, Duralex, sed lex, ouais. enfin pour nous, pour moi, c'est pas, mais pour beaucoup de gens très bien, hein, qui ont aujourd'hui 30 ans, 40 ans, ne comprennent pas pourquoi ce que veut dire Duranox sed nox. Voilà. Donc, ça a été rétrogradé en titre de partie pour les connaisseurs. Tant pis pour les latinistes. Donc c'est une partie qui, sans vouloir quantifier, mais enfin la quantification joue un rôle dans ton œuvre, hein, le nombre de mots, le nombre de pages, le nombre de chapitres, mais qui fait, je sais pas, 120 ou 130 pages et qui est constitué d'une seule phrase, qui est une forme de... Alors comment le décrire? De magma, et c'est toujours difficile de dire ça à côté d'un auteur, mais qui est une sorte de chef-d'œuvre de la transformation, puisque on ne cesse de transmigrer d'un corps à l'autre, d'une entité à l'autre, notamment générique aussi, hein, on l'a peut-être pas dit, mais c'est très... on peut l'entendre dans le titre, Frères sorcières, hein, mais des hommes deviennent des femmes deviennent des hommes qui sont pas intersexes, mais en tout cas intergenres. Peut-être tu peux nous parler de cette partie, de comment elle s'est écrite, justement. D'abord, c'est une espèce de voix, justement, de voix. C'est un thaumaturge qui raconte sa propre histoire à la troisième personne la plupart du temps, et qui effectivement existe depuis des centaines d'années, de siècles, et même à un moment, il évoque l'époque qu'il a connue du Big Bang. Mais c'est un peu exagéré. Mais enfin bon, qui est immortel, et qui s'amuse, comme dans Terminus Radieux, le président du kolkhoz Terminus Radieux s'amusait à faire un théâtre avec les personnages du roman. Lui, il s'amuse à migrer de corps en corps, en vivant une existence complète, puis une deuxième existence complète, complète sans l'enfance, directement d'adulte à son décès, et il peut évidemment changer de statut social, mais aussi de sexe. Le genre n'a plus aucune importance n'est pas préoccupé par ça, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une sexualité noire, débridée, et incestueuse souvent, et on accompagne ce personnage invraisemblable qui traverse donc qui va de vie en vie. On l'accompagne dans son parcours noir, son parcours vociférant, son parcours magique, évidemment. Il est magicien, il peut choisir de s'incarner dans quelqu'un qui est en face de lui. Et puis, un aspect intéressant, important dans cette partie, c'est qu'il échappe sans cesse à la vengeance. La vengeance, c'est quelque chose qui est extrêmement... Il est pourchassé en permanence parce qu'il a commis d'innombrables méfaits, des meurtres, des crimes. Ses filles, qui portent des noms magiques, hein, les 7 filles belettes, les 7 mésanges mineurs, etc., le pourchassent pour se battre contre lui. Elles aussi sont magiciennes, elles aussi sont sorcières. Alors on a un univers très noir,
très débridé, on est très loin de l'autofiction, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Je me demande si on peut... Peut-être on peut s'arrêter là, non? Une belle conclusion. Je sais pas. Ouais. Bon, merci. Merci.